Chers étudiants, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver autour de ce cours de droit commercial 1. Et cette fois-ci, nous allons nous entretenir autour de la séquence 7 portant sur le bail professionnel. Alors, quel est le domaine d'application de la loi sur le bail? Il s'agit du contrat de bail professionnel qui a été conclu pour un usage commercial ou un usage artisanal ou industriel ou tout simplement tout usage professionnel. Les locaux accessoires d'un bail professionnel entrent également dans le champ d'application de l'acte uniforme. Les terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel rentrent également dans le champ d'application du bail professionnel. Alors, pour ce qui est de la définition, la conclusion et la durée du bail, il faut consulter les dispositions de l'article 103 relatif à l'acte uniforme portant droit commercial général. Au terme de cette disposition, il est dit que le contrat de bail est toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d'exploiter les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, et qu'il appartient aux parties de fixer librement la durée du bail. Le bail commercial, alors, peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque le bail commercial n'a pas fait l'objet d'écrit ou que dans le contrat de bail professionnel il n'a pas été prévu de terme, le bail est considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Le contrat de bail est une opération qui met en relation deux personnes, d'un côté le bailleur et de l'autre côté le preneur. Chacune de ces parties supporte des obligations. Qu'en est-il alors des obligations du bailleur? Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est supposé s'acquitter de cette obligation chaque fois que le bail est conclu de façon verbale, ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux. Le bailleur fait procéder à ses frais dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients. Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé de l'usage des locaux. Toujours dans le cadre des obligations du bailleur. Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux. Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter conformément aux règles de l'art pour le compte du bailleur. Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement. Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage. Le bailleur est responsable envers le preneur de tous les troubles de jouissance survenus de son fait ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés. Le bail ne peut prendre fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation de droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail. Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. En cas de décès du preneur, la personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints ascendants et descendants en ligne directe qui ont fait la demande au bail par acte extrajudiciaire dans le délai de 3 mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente afin de voir désigner un successeur dans le bail. En l'absence de toute demande dans ce délai de 3 mois, le bail est résilié de plein droit. Après avoir parlé des obligations du bailleur, nous allons nous intéresser à présent des obligations du preneur. Le preneur, quant à lui,
doit payer le loyer au terme convenu entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné par le bailleur. Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée être prévue selon l'accord des parties. Si le preneur donne des locaux à bail, celui auquel il a été donné, il est obligé également de se soumettre aux obligations que le preneur a conclues avec le bailleur. Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. Dans ce cas, il doit informer le bailleur par rapport à cette nouvelle activité. Le preneur est également tenu des réparations d'entretien. Il répond des dégradations et des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail. À l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94, se maintient sur les lieux loués, doit continuer à verser le loyer au bailleur. Qu'en est-il alors du loyer, qui représente le montant de la prestation que le preneur doit payer au bailleur? Les parties fixent librement le montant du loyer sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut à l'expiration de chaque période triennale. À défaut d'accord écrit entre les parties sur les nouveaux montants du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants: la situation des locaux, leur superficie, l'état de vétusté, le prix des loyers. La question de la sous-location. Le preneur a la possibilité de mettre en location l'immeuble qu'il a reçu en location. C'est ce qui est en fait appelé la sous-location. Pour que cette sous-location puisse tenir juridiquement, il faudrait que le preneur et le bailleur aient prévu dans le contrat de location précédent la possibilité de sous-louer l'immeuble. Sans que cela ne soit prévu dans le contrat de bail, il est impossible de procéder à une sous-location. Le contrat de bail doit être renouvelé à la demande du preneur. Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations de contrat le local pendant une durée de 2 ans. Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire au plus tard 3 mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit de renouvellement au bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard 1 mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail, et c'est ce qu'on appelle l'acceptation tacite. Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins 6 mois à l'avance. Le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement du bail en vertu de l'article 91 peut s'opposer à ce congé au plus tard à la date d'effet de celui-ci en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé. Faute de contestation dans le délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé. Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. Et cette indemnité d'éviction est prononcée par le tribunal compétent. À défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant de chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur et de la situation géographique du local. Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée sans avoir à régler l'indemnité d'éviction dans les cas suivants. S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant, ce motif doit consister soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce. Ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux fois dans le mois après mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire. S'il envisage
de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, le preneur aura le droit de rester dans le lieu après la reconstruction. Le bailleur peut en outre, sans verser d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires ou des locaux accessoires. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave. Le bailleur peut également refuser le renouvellement lorsqu'il s'agit de récupérer les locaux pour les mettre, pour y faire loger sa famille. Parlons à présent de la résiliation du bail. Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses. À défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'1 mois suivant la notification. En espérant nous retrouver sur la séquence 8, je serai très heureux de recevoir vos questions via la plateforme. Je vous remercie et bonne lecture.